Alors Justine, on commence très simplement. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Justine Métro, j'ai grandi en Suisse, je vais avoir 38 ans et puis je suis skipper du coup de l'IMOCA Teamwork Team Staff. Alors tu as grandi en Suisse, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de voile? Oui, donc mon parcours de voile, il a commencé sur le lac Léman avec mes parents qui eux viennent de la campagne, mais quand ils sont installés à Genève, ils ont acheté un petit bateau pour pouvoir naviguer en famille, voilà les fins de journée, les week-ends et pouvoir passer aussi des vacances sur le lac. Donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et là, peut-être dans une famille nombreuse, et vous avez tous été à ce moment-là inoculés par le virus, et vous en avez tous fait votre vie. C'est ça qui est assez génial dans cette famille, c'est que vous êtes tous partis dans cette voie ouverte par vos parents sur au départ de la navigation croisière, quoi. Ouais, oui, bah c'est sûr que mes parents, ils sont toujours restés vraiment dans le mode croisière. Ils nous ont jamais incité à faire de la compétition, mais on y est venus tous petit à petit, un peu par des chemins différents. Et je pense que ce qui nous a vraiment donné envie peut-être de travailler dans ce sport, c'est le dépassement de soi, c'est le contact avec la nature, c'est le fait de passer du bon temps sur l'eau, le fait d'avoir du plaisir au contact avec les éléments et en compétition et sur l'eau. Et je pense que c'est ça c'est ça qui nous a motivés à en faire tous notre métier aujourd'hui. Mais alors sur le lac, évidemment, c'est de la voile plutôt légère. Oui, c'est de la voile plutôt légère. C'est sûr qu'en moyenne, on a plutôt des petites conditions. Après, il y a parfois quand même des conditions de vent un peu plus fortes. Mais voilà, par contre, c'est un plan d'eau qui permet déjà de beaucoup naviguer parce que c'est accessible, parce que c'est relativement simple, sécurisant. Qu'il y a tout plein de bateaux, tout plein de ports différents, tout plein d'événements qui ont lieu sur le lac tout au long de l'année. Donc il y a vraiment moyen de beaucoup naviguer, que ce soit pour le plaisir ou pour la compétition. Il y a vraiment tout plein d'opportunités. Et donc c'est vraiment un super terrain de jeu pour commencer dans ce sport. Et après voilà, un bateau reste un bateau. Ça fonctionne de la même manière sur le lac comme en mer. Donc de commencer sur le lac, ça permet quand même d'acquérir des bases très solides sur comment on fait bien marcher en bateau, comment on barre, comment on règle. Et puis après, le fait de partir en mer, ça permet de se confronter, déjà de plus d'aller faire du large et de plus rencontrer des états de mer ou de courants qu'on n'a pas chez nous. Mais il y a quand même tout un panel qui peut se travailler en Suisse. Et alors, donc toi, tu as intégré assez rapidement des sections sportives et vraiment cette idée de compétition et cette idée de régate de haut niveau. Pour moi, le côté vraiment compétition et même le côté de faire vraiment du bateau, plus pour moi, il est venu vraiment à l'adolescence quand j'avais à peu près 16 ans, où j'ai commencé à me former en parallèle avec le centre d'entraînement à la régate pour le côté compétition et en parallèle en faisant des camps de voile en mer qui avaient pour but de former des jeunes à devenir skippers de voilier en mer, mais vraiment pour le côté croisière. Mais par contre, où il y avait tout le fait de comment je gère mon embarcation, comment je gère mon équipage. Comment j'apprends à naviguer avec une carte, à faire ma route, etc. Et puis donc c'est vraiment ces deux choses-là qui m'ont amené petit à petit à progresser dans ce sport et à pouvoir petit à petit avoir des opportunités pour en faire mon métier. Et alors, la bascule vers la course au large se passe à quel moment? Il y a évidemment la mini qui arrive assez vite, mais dans ton esprit, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui te donne un allant pour le large plus que pour de la régate, soit lacustre, soit autre, mais autour de trois bouées? Ouais, je pense qu'assez vite, j'aimais quand même le côté maritime, de passer du temps en mer, le côté aussi croisière ou grande croisière. Et puis, du coup, le fait de faire plus des étapes de large, on retrouvait un peu ces aspects-là. Comme pas mal de marins français, je pense que j'ai participé au Tour de France à la voile où il y avait les étapes de ralliement. Et je savais que c'était un côté de la course qui me plaisait plus que les parcours bananes, typiquement, ou les régates en trois bouées. Donc, je pense que ça, c'était aussi des signes qui m'ont amené petit à petit à faire les courses un peu plus d'endurance qu'on a chez nous en Suisse, comme la Translémanique en solitaire, les 5 jours du Léman, qui sont des petites bases qu'on peut faire pour, et je pense des portes d'entrée pour se dire, peut-être que en fait, ce côté-là, ça me plaît bien et je pourrais aller pousser un peu plus loin les choses en allant faire typiquement la Mini Transat, qui a été la vraie porte d'entrée pour moi dans la course au large. Et donc ça, c'est 2013, la Mini, avec d'ailleurs une génération qu'on retrouve ici sur le départ du Vendée. Beaucoup de gens qui étaient avec toi dans la même promo, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, il y a plein d'expériences en équipage dans différents syndicats, sur différents supports. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, et voilà toute cette expérience accumulée au fil des ans avant d'arriver à l'IMOCA?
Ouais, bah c'est sûr que historiquement, moi je viens quand même plutôt de l'équipage parce que c'est comme ça que j'ai commencé justement avec l'ensemble d'entraînement à la régate où on naviguait dans des équipages de 4 ou 5 personnes généralement ou un peu plus sur le Tour de France. Donc pour moi, bah, le fait de faire du solitaire avec la Mini Transat, ça m'a permis d'aller faire de la course au large parce que bah, en tant que femme, il n'y a pas toujours, ou en tout cas à l'époque, il y avait encore moins d'opportunités qu'aujourd'hui, mais du coup, les opportunités d'aller faire ce genre de projet-là, bah, il fallait se les créer et justement souvent être porteuse d'un projet en solitaire pour pouvoir aller faire de la course au large. Donc je pense que le solitaire, ça m'a permis ça, d'accéder après à avoir une certaine expérience pour rejoindre d'autres équipages en course au large. Mais pour moi, les deux, c'est vraiment complémentaire. Voilà, en solitaire, ça demande plus de polyvalence. C'est nous qui gérons les projets. Voilà, il y a plus ce côté-là aussi de management et de gestion globale d'un projet et de tout gérer sur le bateau. Et puis en équipage, on peut plus se spécialiser, plus travailler certains sujets précis. Ça nous permet de bénéficier aussi de l'expérience d'autres marins. Donc pour moi, c'est toujours hyper riche de pouvoir jongler entre le solitaire et l'équipage selon les opportunités, selon les projets, selon aussi peut-être des phases où j'ai plus envie d'une chose ou de l'autre. Et c'est une chance de pouvoir le faire. Donc il y a eu de la Mini, il y a eu du Figaro, et alors à partir de quel moment germe la possibilité, l'opportunité de faire de l'IMOCA? Je pense que j'ai commencé à y penser peut-être un petit peu après la Volvo Ocean Race que j'ai fait avec le Team SCA en 2014-2015. Et puis plus sérieusement pendant mes années Figaro où voilà, ça marchait pas trop mal. Et je pense en 2017, je fais une bonne solitaire et je pense qu'on commence à parler de moi peut-être un peu pour récupérer un projet IMOCA. Donc je commence à y penser à ce moment-là, à essayer de monter un projet pour 2020, mais j'ai pas réussi à trouver les financements pour cette édition-là. Et puis je l'ai gardé dans le fond de ma tête, j'ai fait d'autres choses, j'ai pu commencer à naviguer en IMOCA justement notamment avec Eleven Hour Racing Team. Et puis je pense au moment où je me disais bon ça va pas le faire non plus pour ce Vendée Globe là, il y a l'opportunité qui s'est présentée pour moi de récupérer l'ancien Charal, d'intégrer l'écurie de Jérémy Bayou, donc Bayou Racing, et puis mon sponsor qui a historique Teamwork, qui a été partant pour se lancer dans le projet et à prendre le risque de s'engager un peu tout seul avec la volonté de rechercher d'autres copartenaires pour nous aider à financer le projet. Et alors raconte-nous un peu cette découverte de l'IMOCA avec Eleven Hour. C'était en équipage, ça a été en double aussi. Il y a eu vraiment une palette assez complète de ce que l'IMOCA pouvait apporter. Tu as eu un chemin pour arriver à ce Vendée Globe avec un apprentissage et une progression assez régulière finalement. Ouais, oui, c'est sûr que pour moi, ça a été top de pouvoir... voilà, j'avais déjà navigué un tout petit peu en IMOCA avec Isabelle Joschke quand elle préparait son Vendée Globe, mais cette expérience-là avec Isabelle, ça m'a permis, je pense, de décrocher plus facilement ma place dans l'équipage d'Eleven Hour, parce que voilà, je connaissais déjà un petit peu l'IMOCA à foil, je savais à peu près où je mettais les pieds quand je suis allée faire un essai avec eux. Et puis donc le projet Eleven Hour Racing Team, pour moi c'est sûr que c'était top. Ça permet de découvrir l'IMOCA en équipage, donc de naviguer avec des gens qui ont déjà de l'expérience sur ces bateaux, donc de comprendre plus vite comment marche un foiler, comment on le règle, etc. Donc de découvrir le support et je pense de progresser beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais fait toute seule. Et puis je pense que pour moi ça a été une expérience super riche aussi qui m'a permis vraiment d'aborder, une fois que j'ai eu l'opportunité de reprendre Charal 1, d'arriver sur un bateau où je m'estimais légitime d'avoir un projet comme ça. Je savais où j'allais, je savais comment le bateau fonctionnait et je débarquais pas sur un support que je maîtrisais pas du tout. Et c'est sûr que du coup ça m'a permis vraiment je pense de commencer mon projet Vendée Globe dans des bonnes conditions avec l'expérience préalable qu'il fallait pour récupérer un bateau comme ça. Avec parfois quand même des... Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie des apprentissages. Dans le cas du dématage avec Sci-Fi, on ne sait toujours pas aujourd'hui vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on peut vivre en mer. Et aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la course au large. C'était mon premier dématage. Je pense qu'il n'y a pas de risque et la gestion des phases un peu plus compliquées. On n'est pas que dans du réglage et de la bonne marche du bateau. Oui, c'est sûr. Tous les coups durs ou tous les soucis qu'on peut rencontrer sur nos bateaux, ça amène toujours une expérience supplémentaire qui vont nous aider à peut-être à mieux préparer nos bateaux, à anticiper mieux certains spares ou à faire des choix différents en termes de préparation. Donc toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont toujours bonnes à prendre, je pense.
Et alors donc toi, en tant que marin, aujourd'hui, tu te sens prête? Ouais, je me sens prête. Après, bien sûr, il y a toujours je me sens prête parce que voilà, j'ai déjà une certaine expérience en IMOCA, que mon bateau je le connais bien, qu'on a eu le temps de bien se préparer, que le parcours je l'ai déjà fait en IMOCA en équipage, ou en tout cas une grosse partie du parcours, donc j'ai pas l'impression de partir dans l'inconnu. Après, c'est sûr que sur le Vendée, il reste l'inconnu tant qu'on l'a pas fait de voilà comment je vais vivre cette course-là en solo, parce qu'on sait que c'est différent en équipage, comment je vais vivre le fait de passer 75 jours toute seule en mer ou plus, parce que je l'ai jamais fait non plus. Donc voilà, il y a quand même toujours une part d'inconnu et je pense que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la course pour le public. Comment tu l'as préparé ça et comment tu as essayé de gommer toutes ces parts d'incertitude, d'inquiétude peut-être, j'en sais rien, qui recouvrent tous les volets du Vendée Globe parce qu'ils sont nombreux. Tu as parlé de la solitude, tu as parlé de la durée, tu as parlé des difficultés techniques qu'on rencontre. Comment tu t'es préparé à tout ça? Je pense que ouais, j'ai essayé de cibler les différents aspects et de les travailler au maximum. J'ai participé quand même à beaucoup de courses avec mon bateau. J'ai pu aussi courir en équipage, donc il y a quand même un volume de navigation pour moi qui a été vraiment important ces dernières années en IMOCA. Et moi, je savais que voilà, peut-être une des choses sur lesquelles je me sentais un peu moins à l'aise, c'est le côté plus technique du bateau. Donc, on a essayé depuis le début de cette année, de mettre en place des ateliers tout au long de la saison avec mon équipe pour que pour essayer de couvrir chaque spécialité dans les problèmes potentiels que je pourrais rencontrer, qu'on avait identifiés ensemble. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a mis en place et je pense qu'il permet d'enlever un certain stress sur la course parce qu'on se dit qu'on est plus à même de gérer les potentiels problèmes qu'on va de toute manière, on sait qu'on va en rencontrer de toute manière sur la durée d'une course comme ça. Donc essayer d'être mieux préparé pour ça. Sportivement, quelles sont tes ambitions? C'est toujours difficile à dire. On sait que sur un Vendée, il peut se passer plein de choses, mais je pense que sportivement, j'ai envie de courir comme je l'ai fait à peu près, comme je l'ai fait un peu pour l'instant, d'arriver à faire des courses propres en trajectoire, en gestion du bateau, en gestion de moi-même. Et puis je sais que si je gère ces paramètres-là correctement, ça va plutôt bien se passer pour moi. Après, on sait que sur le Vendée Globe, il y aura toujours une part d'inconnu, donc c'est difficile de faire des pronostics en termes de résultats. Moi, je sais où je me situe actuellement à peu près dans la flotte, mais voilà, on sait que ça peut être différent sur un Vendée. Et alors, bilan un peu de ces, par exemple, 4 dernières transats où régulièrement tu as été aux avant-postes et où tu as joué vraiment devant, parfois avec des options qui surprenaient tout le monde et vous avez tenu avec Julien vraiment la dragée haute à tout le monde et le suspense a été génial sur cette Jacques Vabre. Qu'est-ce qui te reste à travailler? Qu'est-ce que toi tu as envie d'améliorer sur ce Vendée dans ta manière de naviguer? Ouais, je saurais pas trop dire. Je pense que aujourd'hui pour moi de toute manière, ça commence à être un peu trop tard pour vouloir apporter des changements. On sait que là ça va venir très vite jusqu'au Vendée Globe, mais non, je dirais justement que je suis plutôt contente de la manière dont ça s'est passé pour moi sur ces dernières courses. Donc l'idée c'est de réussir malgré la dimension du Vendée Globe ou malgré peut-être la pression qui peut être supérieure sur un Vendée Globe, de garder le même état d'esprit, la même manière de fonctionner à bord qui j'ai l'impression pour moi a plutôt bien fonctionné pour le moment. Et là, en termes de capacité à encaisser sur la longueur, parce qu'on a vu des courses longues, exemple la dernière en date qui a été plus longue que prévu, mais là c'est encore 3 fois plus long, voire 4 fois plus long que ce que vous avez vécu sur ces transats. Est-ce que toi, c'est une dimension qui t'intrigue, qui t'inquiète, cette longueur et cette capacité à vivre dans un environnement assez hostile sur des bateaux qui sont vraiment très durs? Et quels sont tes trucs et astuces? Qu'est-ce que tu as imaginé pour rendre la chose la plus douce possible? Ouais. C'est sûr que ça reste une inconnue. Après, j'ai l'impression que moi, j'ai pas trop souffert sur les courses précédentes, même s'il y avait parfois des conditions dures. Donc, je sais que potentiellement, je peux quand même encaisser la difficulté sur des durées plutôt longues aussi. Donc, c'est pas un côté qui m'inquiète trop. Peut-être que je me trompe, mais je pense que sur le Vendée Globe, il faut arriver à prendre un jour après l'autre et se concentrer sur les difficultés du moment petit à petit.
Et puis, c'est sûr qu'après, sur le bateau, on a essayé par contre d'améliorer le confort à bord, l'ergonomie, voilà, pour pouvoir mieux se reposer, pour pouvoir avoir un peu plus tout à portée de main. Donc ça, c'était un travail qui a été fait un peu sur toute la préparation du Vendée sur toutes ces dernières années. Ça veut dire ça concrètement, donne-nous 2-3 exemples de cette ergonomie améliorée, tant en termes de prévention des chocs et des risques. Je dirais qu'on a surtout amélioré voilà, les solutions pour dormir, donc d'avoir un vrai gros pouf pour dormir au fond du bateau quand ça bouge beaucoup, d'avoir un vrai matelas de banette. On a fait un siège de veille qui n'était pas là avant pour pouvoir être dos à la route quand on fait la navigation, donc éviter aussi de pouvoir partir en avant si le bateau plantait. Donc voilà, on a essayé d'améliorer ça. On a rajouté des lignes de vie à certains endroits. Donc ouais, c'est l'idée d'améliorer un petit peu la sécurité aussi. Ouais. Sur la dureté de la vie à bord, il y a aussi la capacité à s'extraire de temps en temps de cette machine pour se détendre. Voilà, quelles sont toi tes envies et qu'est-ce que tu as développé pour être capable justement de tenir sur la longueur? C'est vrai que moi je suis pas, en tout cas sur les formats transat, j'écoute pas beaucoup de choses ou j'ai pas trop besoin de distraction. Là sur les 2 transats qu'on a faites à l'aller, j'ai rien écouté du tout et au retour j'ai écouté 2 podcasts je crois. Donc, mais voilà, j'ai essayé de mieux préparer bien sûr cet aspect-là pour le Vendée Globe parce qu'on sait que c'est un rythme et une dimension qui sont différentes. Donc moi j'aime pas être trop coupé du bateau, donc voilà, je sais que je vais pas regarder de films, mais j'ai pris plutôt des choses à écouter, livres audio. Podcast, musique, voilà. J'ai une de mes bonnes potes qui est très musique, donc qui s'occupe du côté musique. Mon beau-frère qui est très calé en tout ce qui est livre audio, podcast, qui s'occupe de cet aspect-là. Et puis avec Isabelle Yoshke qui lit aussi beaucoup, on s'est échangé nos bons conseils de bouquins qu'on a lus dernièrement. Donc voilà, ça se fait un petit peu comme ça. Et sur l'alimentation, comment tu as travaillé? Alors sur l'alimentation, moi j'ai travaillé avec Virginie Offray depuis cette année, donc qui est nutritionniste et qui est basée à Quimper et qui m'a aidé à préparer les avitaillements sur les 2 transats qu'on a fait ce printemps et puis qui a fait tout le plan d'avitaillement pour le Vendée Globe. Et ma demande c'était voilà, de pouvoir apporter un peu plus de variété sur ce que je faisais d'habitude et puis de pouvoir être sûr qu'il ne manquerait pas d'apport sur la durée du Vendée Globe. Donc voilà, ça c'est un travail qui a été fait depuis le début d'année avec elle. Que du lyophilisé? Non, on a un mix, on a du lyophilisé, du déshydraté et de la pertisée. D'accord. Donc voilà, ça permet vraiment de avoir peu de redondance, d'avoir de la diversité dans les choses à manger. Ouais, que ce soit dans les plats et dans les snacks, elle a amené pas mal d'idées et c'est chouette. Alors, ça serait quoi pour toi un Vendée Globe réussi? Pour moi, c'est mon premier Vendée Globe, donc déjà de finir, voilà, je sais que c'est l'étape importante. Ce serait une bonne récompense pour moi et pour l'équipe, pour tout le travail de toute l'équipe qui a eu lieu ces dernières années. Et puis, je pense que un Vendée Globe où je serais contente, où je ramène le bateau en bon état, où je peux continuer d'utiliser son potentiel sur la durée de la course, où je suis contente d'avoir fait, voilà, de ma gestion du bateau, de la stratégie. Ouais, c'est ça que, pour moi, ce serait un bon Vendée. Comment tu vois cette flotte des foilers? Évidemment, tu as joué devant tout au long de ces dernières transats. Comment tu nous la décrirais, cette flotte? Je pense qu'on peut dire que la flotte, elle n'a jamais été aussi compétitive que ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que, déjà, il y a plus de bateaux. On est 40 bateaux au départ. Ça, c'est du jamais vu. Il y a 14 bateaux neufs, c'est du jamais vu aussi. Les gens sont vraiment très bien préparés, très expérimentés. Il y a des très bons marins qui reviennent, qui ont des super bateaux. Donc voilà, c'est sûr que le niveau va être super élevé, qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui peut prétendre à jouer devant. Et après, par contre, on voit que la moindre avarie peut avoir des grosses conséquences par rapport à la performance d'un bateau. Donc il y a toujours cette partie de risque-là qui est pas maîtrisable. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des très bons marins qui ont des très bonnes montures et qui savent très bien ce qu'ils font, très bien faire marcher leur bateau et aller au bon endroit aussi. Donc, en tout cas, ça va être pas facile, je pense, de tirer son épingle du jeu. Et puis, ça va être super intéressant pour le suivi de la course. Alors, j'imagine que la régatière que tu es se fait un plaisir, comme nous, observateurs, de voir cette course. Parce que sportivement, il y a moyen d'avoir une régate à l'échelle de la planète, comme on n'a jamais eu, tu l'as dit. Ça, j'imagine que c'est un grand kiff quand même.
Bah oui, oui, c'est sûr. Je pense que ça va être super intéressant. Et puis après, on reste quand même sur. On n'est pas en monotypie, donc on sait que voilà, il y a des conditions où il y a des bateaux qui auront un avantage par rapport à d'autres, et peut-être inversement à certains moments, certains autres moments. Et voilà, bien sûr, il y a le côté vitesse, mais il y a aussi le côté stratégique qui permet des fois de pallier un déficit de vitesse. Donc voilà, ouais, c'est sûr que ça va être intéressant. Et je pense que voilà, il y aura probablement certains bateaux qui auront un peu d'avantage à certains moments de la course. À la différence d'autres, toi, tu parles assez peu d'aventure. On a l'impression que ça ne fait pas partie de ton paysage, que l'aspect découverte, voilà, que c'est pas forcément ce qui, toi, te meut, t'anime. Que l'aspect, voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est surtout le sportif qui t'intéresse. Ouais, oui, je pense que c'est toujours plutôt le côté sportif qui m'intéresse. Et après, c'est aussi le fait que pour moi, ce ne soit pas une première d'aller dans ces endroits-là. Mais bien sûr, je pense que et sur un tour du monde en équipage et sur un Vendée Globe, même si on est dans mon état d'esprit, sûrement qu'à un moment donné, on se fait rattraper un peu par le côté aventure. Mais en tout cas, oui, c'est pas ma manière d'aborder mon projet parce que je le considère voilà, vraiment comme un projet sportif. Avec les ambitions de bien faire parce que j'ai eu les moyens pour bien me préparer et pour prétendre à pouvoir, voilà, être dans la course. Ça veut dire que toi, en tant que sportif de haut niveau, des fois, tu te brides un peu en émotion ou comment tu gères ça? Je dirais pas que je me bride en émotion, mais je pense que j'ai appris à gérer mes émotions. Donc, je pense que sur une course, j'arrive à avoir, en tout cas, j'essaye d'avoir une humeur assez stable parce que voilà, on sait que si on fait des hauts et des bas, c'est pas forcément la meilleure chose pour la performance et qu'il faut garder les idées claires. Donc, je pense qu'en tout cas, avec l'expérience, j'ai appris à gérer mes émotions, à gérer peut-être les moments durs ou quand les choses se passent pas comme prévu, de pouvoir assez rapidement passer à autre chose. Et en tout cas, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien assis certaines choses en termes de préparation mentale ou de gestion du mental au cours de ces dernières années. Alors parlons maintenant du Vendée Globe. Ta rencontre avec le Vendée Globe, toi en tant que justement amatrice de sport, à quel moment ça se produit? Quelles sont les images, les souvenirs, les compétitions, les éditions, je veux dire, ou les marins qui t'ont marqué? Ouais, je pense que quand j'ai entendu parler pour la première fois du Vendée Globe, pour moi c'était en Suisse et je pense que c'était mon père qui suivait le Vendée Globe sur une édition où il devait y avoir Dominique Vavre. Donc pour moi c'est ça les premiers souvenirs de cette course. Et c'est vrai que historiquement sur le Vendée il y a toujours eu quelques marins suisses, donc je pense que pour les générations suivantes ça a toujours été aussi une source d'inspiration. Et d'autres, après, en dehors de la Suisse, dans ceux que tu as suivis, ça c'est les premiers, mais ensuite, qu'est-ce que tu retiens? Oui, après pour moi je retiens surtout, je pense l'édition avec Hélène MacArthur, donc c'est 2000-2001. Ouais, pour moi je pense que c'était cette édition-là qui était marquante pour les jeunes de ma génération où peut-être on a commencé à plus entendre parler de cette course-là. Parce que c'était une femme? Ouais, parce que c'était une femme qui performait, donc je pense que ça a quand même fait beaucoup de bruit à l'international. Et à quel moment le Vendée Globe rentre dans ton idée de peut-être un jour? Je pense justement pour moi, je me suis jamais vraiment projetée dans cette course parce que ça me paraissait vraiment lointain. Et moi qui ai grandi en Suisse en tant que femme, voilà, il n'y a pas encore de Suissesse qui a fait cette course-là. Donc je pense que je me projetais pas vraiment dans le fait de pouvoir faire ça un jour. Mais voilà, c'est venu vraiment plus petit à petit au fil des opportunités où à un moment donné, ça devient une possibilité. Et donc pour moi, ouais, c'était, je pense, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement en 2017-2018. Et pour toi, c'est un Vendée Globe et puis après il y aura la suite et ça sera de l'Ocean Race et puis de nouveau un Vendée Globe ou c'est je le fais une fois et puis en fonction de comment ça se passe, on verra. Comment tu imagines la suite? Ouais, pour l'instant, je dirais que je suis plutôt dans l'esprit de faire un premier Vendée Globe et de voir un peu comment ça se passe. Ou être appelé pour naviguer sur d'autres supports et cette diversité, elle est riche aussi de pouvoir aller courir sur d'autres bateaux ou sur d'autres projets et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc à voir. Ouais, je pense que pour moi c'est difficile à dire aujourd'hui avant d'avoir pris le départ du Vendée Globe de quoi j'aurais envie après. Et ouais, on verra à ce moment-là. Sur l'aspect suisse,
Tu en parlais avec Dominique Vavre, on a reçu tes compatriotes aujourd'hui. Raconte-nous un peu quelle émulation ça crée en Suisse. Est-ce que le fait que pour la première fois, il y en ait 3 avec des profils très différents, ça a créé un engouement? Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que, vu de la Bretagne, franchement, ça importe peu? Voilà. J'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, le focus, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques actuellement et il y a aussi la Coupe de l'Amérique avec une équipe suisse engagée. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, l'engouement, il est plutôt sur ces événements-là et tant mieux et ça viendra sûrement un petit peu après pour le Vendée Globe. Mais voilà, en tout cas, c'est chouette, ça va donner au public suisse encore un peu plus de choses à suivre et puis j'espère que pour nous tous, la course va bien se passer. Mais le fait que ça soit pour la première fois la deuxième nation après les Français sur les 40 partants et que vous soyez assez nombreux, est-ce qu'il y a une solidarité, est-ce qu'il y a, ou pas du tout parce que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes sphères? Alors c'est vrai qu'on s'entend bien mais on ne se croise pas beaucoup, on n'est pas dans les mêmes... oui, avec Alan, on est basés les deux à Lorient, mais Oliver, lui, il est plutôt à Port-la-Forêt, on ne s'entraîne pas dans les mêmes cadres, on n'a pas forcément les mêmes programmes. Donc on ne se croise pas beaucoup. Au final, on se croise souvent juste sur les débuts de course ou sur les avant-courses quand il y a un petit peu de médias suisses et qu'on est réunis du coup pour ça. Mais non, sinon on se côtoie assez peu. Mais voilà, c'est effectivement chouette qu'on soit 3 marins d'un petit pays et qu'on soit la deuxième nation sur le Vendée Globe. Ouais, c'est plutôt chouette et il y a pas mal de jeunes marins à suivre ou en tout cas qui ont l'air de vouloir se lancer dans la course au large. Donc c'est chouette si ça en inspire certains.